Nous sommes en 2019. Le modèle Janus a une longue histoire qui débute en 1977. Effectivement, c'est l'année où j'ai publié les premières notes au compte-rendu de l'Académie des sciences sur deux univers en interaction qui sont énantiomorphes et qui ont des temps opposés. Faites le calcul, c'était il y a 42 ans. La crise de la cosmologie fait tache d'huile. Le modèle standard actuel, le modèle mainstream, le modèle lambda CDM, nécessite deux choses, de la matière sombre et de l'énergie noire, qui sont deux composants de nature non identifiée. Beaucoup d'argent a été dépensé pour mettre cette matière sombre en évidence. Il y a eu plusieurs campagnes d'observation en astronomie pour essayer de mettre cette matière en évidence sous forme de machos, c'est-à-dire de petites étoiles, de petits objets de très faible masse, et sans succès. Les scientifiques ont alors envisagé que cette matière sombre puisse être constituée par un autre type de particules qui émanait de la supersymétrie, qui était une théorie qui prolongeait le modèle standard. Les particules que prévoyait cette théorie de la supersymétrie avaient de fortes masses, c'est-à-dire que ça correspondait à des énergies considérables, donc il a fallu accroître les capacités en énergie des accélérateurs de particules, ce qui là encore a coûté pas mal d'argent. Et le résultat a été néant. Néanmoins, il fallait bien donner l'impression qu'il y avait une activité scientifique, donc on a créé pas mal de laboratoires d'astroparticules. On a donc créé des postes pour ces théoriciens des astroparticules. Ça a coûté beaucoup d'argent. Il y a eu pas mal de prix qui ont été donnés pour des avancées dans cette voie. Il y a eu des montagnes de publications, beaucoup de thèses de doctorat. Et finalement, ces prédictions théoriques n'ont pas débouché sur un constat observationnel ou expérimental. Certains ont choisi de s'enterrer à grande profondeur, sous des milliers de mètres de roches, dans des tunnels, dans des mines, de façon à se protéger des rayons cosmiques en espérant pouvoir capter ces astroparticules hypothétiques. En France, Gilles Gerbier a installé son laboratoire dans le tunnel de Modane, et voilà une phrase de lui qui date de 2015. Ça fait maintenant 22 ans qu'on cherche la matière noire dans le laboratoire souterrain de Modane. Depuis le temps qu'on cherche, on doit être proche du but. Du côté italien, dans le tunnel du Grand Sasso, Elena Aprile a mené des recherches d'abord sur 1 kilo de xénon, et puis 10 kilos de xénon, et puis 100 kilos, et puis 1 tonne, et on ne peut pas dire que le moral soit excellent. Il faut être dingue pour faire ce que nous faisons. Honnêtement, on ne peut pas continuer à chercher pendant autant d'années quelque chose qui ne se montre pas. L'idée de mettre autant d'énergie dans cette expérience qui ne va éventuellement rien trouver, c'est très frustrant. Pour être complet, cette matière sombre, on la cherche également dans l'espace, sur la Station spatiale internationale, à l'initiative du professeur Ting, prix Nobel de physique. C'était un projet qui avait mobilisé 700 personnes dans le monde entier, avec un coût qui a fini par dépasser 1,5 milliard de dollars. Vous voyez que cette quête de la matière sombre a mobilisé un nombre considérable de personnes et englouti des sommes phénoménales. Les années passent et on commence maintenant timidement à envisager que cette matière sombre puisse ne pas exister, du moins sous la forme qu'on lui prêtait, avec une masse positive. Ceci dit, il faut quand même trouver quelque chose pour expliquer pourquoi les galaxies n'explosent pas avec la vitesse de rotation qu'elles ont, pourquoi le Soleil ne fiche pas le camp avec ses planètes dans la nature, sous l'effet de la force centrifuge. Il faut aussi expliquer les forts effets de l'antigravitationnel, avec par exemple comme conséquence des effets de mirage qui fait qu'on voit deux objets au lieu d'un. Il faut aussi expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers qui a valu un prix Nobel à 3 Américains en 2011. L'échec à expliquer ces différents composants fait que des voix s'élèvent en évoquant un éventuel changement de paradigme. À force d'invoquer des entités fantomatiques qu'on n'arrive pas à identifier, est-ce qu'on va garder notre confiance dans la réalité générale ? S'il s'avérait que nous n'avons aucune trace expérimentale de leur réalité, il faudra mettre le doute, cette fois, non pas sur la réalité, mais sur la théorie qui prétend la décrire. Et donc élaborer une nouvelle théorie de la révélation. Envisager les choses autrement, oui, mais
Comment? On commence à voir poindre des articles qui parlent de masse négative. La presse de vulgarisation en fait état. Comme je l'ai expliqué dans toutes les vidéos que j'ai installées sur Internet, quand on essaye de mettre des masses négatives dans le modèle classique d'Einstein, eh bien à ce moment-là, on se heurte au problème difficilement gérable du phénomène auquel on a donné le nom de runaway. En anglais, ça veut dire partir au loin. C'est-à-dire que quand une particule de masse positive rencontre une particule de masse négative, la particule de masse positive s'enfuit, poursuivie par la masse négative, et elles accélèrent indéfiniment. Et l'énergie est conservée puisque la particule de masse négative a une énergie cinétique négative. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, pour contourner ce problème runaway, eh bien, il faut avoir non pas une équation de champ, mais deux équations de champ couplées. Et c'est ainsi qu'est né le modèle Janus. C'est un modèle que j'avais ébauché en 1994, mais les choses n'ont commencé à prendre une tournure réellement intéressante qu'en 2014, avec une première publication dans Astrophysics and Space Science, faite avec mon ami Gilles D'Agostini, et qui permettait de rendre compte de l'accélération cosmique qui était à ce moment-là imputée au contenu en masse négative. Dès 2014, c'est-à-dire il y a 5 ans, j'ai démarché auprès de tous les laboratoires français de physique théorique, d'astrophysique, de cosmologie, pour tenter de présenter mon travail en séminaire dans ces laboratoires. J'ai dû faire une vingtaine de demandes et aucun n'a répondu. Alors il y a une exception, c'est l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette. Dans cet institut et dans le domaine de la cosmologie, l'académicien Thibaut Damour règne en maître et m'en interdit l'accès depuis près de 10 ans. Alors c'est intéressant de parler de l'IHES, de l'Institut des hautes études, parce que c'est la Mecque de la science française. En 2014, j'ai encore une réponse négative de Thibaut Damour, mais cette fois il m'envoie une longue lettre. Alors cette lettre manuscrite, la voilà, je reviendrai sur cette lettre et je la commenterai dans le détail plus loin. Vous pourrez la télécharger à cette adresse. Toujours est-il qu'en 2018, les publications s'enchaînent. Gilles D'Agostini qui fait une publication dans Astrophysics and Space Science en montrant que les calculs prédictifs obtenus à partir du modèle Janus collent très très bien avec les données des 740 supernovas dont les Américains se sont servis pour montrer l'accélération de l'expansion du cosmos. Au passage, dans cet article, on rappelle la douzaine de confirmations observationnelles qui apportent du crédit au modèle Janus. Mais ce n'est pas tout, nous ne sommes plus deux. Alors nous sommes aujourd'hui le 9 septembre 2018 et ceci est le jour fondateur du groupe Janus. Alors le groupe Janus, mais vous retrouvez mon vieux complice Gilles D'Agostini, 20 ans de travaux, et maintenant Nathalie Deberg à ma droite. Donc nous sommes 3, et j'espère bientôt nous serons 4, 5. Nous allons envahir la planète. We want you. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, hein? Je voudrais avoir un petit peu votre avis. La planète pour commencer. Oui, c'est ça. Ouais, c'est voilà, ça. oui. Absolument. Et les autres après. Voilà. Absolument. Et les autres après. Tout le monde est le bienvenu. Nous sommes ouverts à toutes les bonnes volontés. Voilà. Mais nous voulons des trouveurs, pas des chercheurs. Hein? Ouais. Absolument. Voilà. La troisième, c'est Nathalie Deberg, qui est une mathématicienne belge qui s'est jointe à nous. Bien qu'étant docteur en mathématiques de longue date et ayant plus de 100 publications à son actif, ayant déplu à des barbons de l'université belge, eh bien, elle n'a pas pu avoir un poste et elle végète dans une école technique. Je sais que je vais en faire sourire plus d'un, mais je crois qu'on peut dire que Nathalie est encore moins diplomate que moi. Nathalie a publié le premier article qui est une extension du thème Janus à la mécanique quantique, en montrant que dans la mécanique quantique, les énergies et les masses négatives avaient leur place. Alors au passage, si vous regardez ses coordonnées, vous verrez qu'elle est d'un département d'agronomie d'une école technique, et ça simplement parce que le fait d'avoir du talent, ça ne prédispose pas aux carrières universitaires. Au passage, elle formule une demande de présentation de ce travail à l'IHES à Thibaut Damour qui élude sa demande. C'est à ce moment-là qu'un internaute, soucieux d'appuyer nos demandes, installe une pétition sur Internet demandant à appuyer cette proposition de présentation du modèle Janus à l'IHES. Nous sommes fin 2019, je regarde,
et je vois qu'il y a 11 000 signatures et 4 000 commentaires. Avec toutes ces publications et cette pétition, le milieu de la cosmologie et de l'astrophysique français se trouve en état de siège. Alors à ce moment-là, Thibaut Damour forme un groupe de travail avec son collaborateur de longue date, Yves Blanchet, de l'Institut d'astrophysique, inventeur du graviphoton, médaille d'or du CNRS, et la mathématicienne Nathalie de Ruel, qui est considérée comme la grande experte des mathématiques de la relativité générale. Le trio produit un article en français que Damour installe sur sa page de l'IHES le 5 janvier 2019, qui a pour titre « Sur le modèle Janus », et puis remarquez les guillemets, parce que pour Damour, Blanchet et de Ruel, ce travail, ça n'est pas un modèle, c'est n'importe quoi. Et ensuite, là, il y a un phénomène extraordinaire. Il m'envoie le 7 janvier 2019 une lettre recommandée avec accusé de réception. Et là, regardez ce que Damour écrit en tête de sa lettre recommandée. Je me réserve le droit d'envoyer des copies de cette lettre à toutes les personnes que vous citez sur votre site et dans vos vidéos et dans vos lettres, ainsi qu'à toute personne s'intéressant au modèle Janus entre guillemets. Dans cette lettre, Damour précise qu'il a installé sur sa page de l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette un article où il démontre l'incohérence physique et mathématique du modèle Janus. Et de conclure, vous comprendrez après lecture qu'il ne saurait être question de vous inviter à donner un séminaire à l'IHES car vous n'avez pas de théorie cohérente mathématiquement et physiquement à présenter. Sa lettre comporte un post-scriptum qui est important. Il écrit « Il est facile de voir que la dérivation variationnelle donnée dans l'article de Sabine Hossenfelder, Physical Review 2008, est mathématiquement invalide. » Je ne sais pas s'il y a un précédent comme ça. Est-ce que on a déjà connu l'histoire d'un académicien qui envoyait à un collègue une lettre recommandée avec accusé de réception? Je ne vois pas. Le but de l'opération est tout à fait clair. Ce modèle Janus a fait suffisamment de bruit. Il faut mettre un terme à tout cela et les trois pensent avoir trouvé un défaut rédhibitoire. En fait, l'histoire des sciences montre qu'il y a beaucoup de modèles qui n'émergent que progressivement. Par exemple, ça j'en ai déjà parlé dans les vidéos, le modèle Janus dans sa version de 1994 ne permettait pas de présenter cette dissymétrie entre les deux entités, donc il a fallu rajouter un terme supplémentaire dans le second membre. Alors un système d'équations de champ, ça permet de définir la géométrie dans la partie positive, dans la partie négative, à l'extérieur des étoiles. Dans cette version initiée en 2015, eh bien, il subsistait un petit problème. On savait décrire la géométrie à l'extérieur des masses, à l'extérieur des étoiles, mais pour ces mêmes étoiles, assimilées à des sphères emplies d'une masse à densité constante, eh bien, il fallait exprimer que la pression contrebalançait la force de gravité. En d'autres termes, on avait du mal à décrire la géométrie à l'intérieur des étoiles. Mais ça, nous le savions pertinemment depuis longtemps. Le remède, c'était d'apporter une nouvelle petite modification au second membre des équations de champ, ce qui ne changeait strictement rien à tous les résultats comparables aux observations qui avaient été obtenues. Alors, il y a une coïncidence, c'est qu'au moment où je reçois la lettre de Damour, eh bien, précisément, le problème a été résolu et je suis en dialogue avec le référé d'une revue à comité de lecture pour publier ce travail, sous la forme d'un article que j'intitule « Cohérence physique et mathématique du modèle Janus ». Alors, j'attends début mars que cet article paraisse pour que ça constitue ma réponse à la lettre de Damour. Je lui envoie avec une simple lettre, je n'envoie pas de lettre recommandée avec accusé de réception. Et puis, comme la version numérique de l'article est téléchargeable à partir d'une adresse, j'envoie l'adresse en disant « est-ce que vous ne pourriez pas être gentil et mentionner ce travail à la suite de votre texte dans la page de l'IHES ». Pas de réponse. Alors, je m'adresse à Nathalie de Ruel, pas de réponse. Je m'adresse à Yves Blanchet, pas de réponse. Une telle situation peut vous paraître très bizarre, mais il faut vous dire que pour quelqu'un comme Damour, je ne suis pas un vrai scientifique. Je suis une espèce d'illusionniste qui a réussi à entourlouper quelques revues pour passer des articles par-ci par-là, avec un travail qui globalement ne tient pas debout. 3 spécialistes de la cosmologie
dont Nathalie de Ruel, qui fait autorité en matière du support mathématique de la relativité générale, eh bien, ils s'y sont mis à 3 pour montrer que ce travail était une fumisterie. Mais alors, qu'en est-il de cette réponse que nous avons publiée dans cette revue, un comité de lecture? Eh bien, on a l'explication. En mai 2019 s'est tenu à Paris un colloque en l'honneur du mathématicien Jean-Marie Souriau. Alors, quand j'ai découvert ça au début de l'année, j'étais un peu étonné parce que comme j'ai quand même beaucoup travaillé avec lui, je pense qu'habitant la même ville que lui, j'ai été de ceux qui ont été le plus étroitement en contact avec lui pendant plus de 20 ans. On travaillait en général dans sa cuisine. Là, sur la gauche, vous voyez cette boisson épouvantable qu'on appelle le Fernet Branca à base d'artichaut, dont il raffolait. Puis à droite, c'est son chat Pium, qui était son fidèle compagnon de tous les instants. Pendant plus de 20 ans, il y a eu une réelle collaboration avec Souriau. Ici, nous sommes à une table ronde dont le sujet était « Faut-il être hérétique pour innover en sciences ?» Je crois que ça vaut la peine d'écouter ce qu'il nous disait à cette époque. C'est-à-dire que je pense que le mal, un des mots qui frappe la science actuellement, c'est l'enfermement avec des œillères. Chacun est dans sa discipline et on n'a pas le droit d'en sortir. Je revendique pour le chercheur le droit de s'intéresser à autre chose que la carrière automatique toute droite qui va dans une des institutions assez négatives qui s'appelle les commissions du CNRS, qui sabre tous ceux qui veulent sortir un peu de la commission. Tout à l'heure, il a été dit que les 50 premières années du siècle avaient fait des grands progrès dans la science et que ça s'était arrêté en deuxième moitié. J'ai failli écrire un livre dont le titre était « 1950-2000, 50 ans de non-physique ». Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé entre 1950 et 2000 ? Les énormes progrès de la science de la première moitié du siècle ont été faits par un petit nombre de chercheurs. Actuellement, il y a à peu près 500 fois plus de chercheurs que la première moitié du siècle. Il est bien évident que ces 500 chercheurs n'ont peut-être pas le même niveau ni les mêmes capacités créatrices. Donc la professionnalisation de la recherche a eu des effets pervers. La science, ça consiste justement à changer les hypothèses fondamentales. Ça consiste à perfectionner les paradigmes. Le reste, c'est de la technologie. Cette recherche fondamentale n'a pas fait de progrès. Je prends un exemple historique. En 1905, il y avait un illustre inconnu qui s'appelait Einstein, qui avait publié quelques notes bizarres. Le pape de la physique allemande, Planck, a dit « on le nomme professeur dans une université à Berlin ». Autrement dit, à ce moment-là, on était à la recherche d'innovation. C'est-à-dire que l'effet de l'innovation par rapport au système avait exactement le signe contraire, si j'ose dire, de ce qui se passe actuellement. Alors actuellement, plus d'innovation. Et puis alors, comme vous l'avez dit, les médias jouent un rôle important. Vous avez tous entendu parler des trous noirs, de la théorie des supercordes, etc. Toutes ces théories n'existent pas. Les trous noirs, personne n'en a jamais vu un. Les supercordes, non seulement la théorie est incompréhensible, elle ne peut pas se contrôler parce qu'elle ne prédit rien. Autrement dit, nous sommes dans une période de marasme en cette seconde moitié du siècle. Alors, l'une des origines, c'est évidemment le nombre de chercheurs de second plan, il faut bien dire, qui sont majoritaires, évidemment. Le rôle des chercheurs qui ne se savent pas d'un très haut niveau, ils n'ont qu'une idée pour faire carrière, c'est de sabrer tous ceux qui sont meilleurs qu'eux. Évidemment. Et alors, on a une institution scientifique qui est malade. Jean-Pierre Petit, vous avez un site internet depuis maintenant 2 ans. Je crois savoir qu'il marche très bien, votre site, qu'il est extrêmement consulté. Lorsque mon étudiant Lebrun avait voulu soutenir sa thèse il y a 15 ans, je m'étais trouvé face tout d'un coup à une réaction de l'Université de Marseille qui m'avait sidéré. Le conseil scientifique concerné avait refusé la thèse qui était rédigée. Il y avait publication, travaux scientifiques, jury, tout était correct. Et on m'a dit, ça n'était pas pour des raisons scientifiques, il ne faut pas du tout le prendre mal, quoi. Bon. Alors là, il y a quelque chose qui serait absolument vertigineux. Ensuite, deuxième expérience, c'était il y a 3 ans. J'essayais de publier un travail d'astrophysique qui est un peu décrit dans mon livre, là, On a perdu la moitié de l'univers. Et effectivement, quand on a un travail qui est un petit peu loin des courants dominants, on reçoit des réponses de revues qui sont, en traduisant en français, désolé, nous ne publions pas de travaux à caractère spéculatif. Alors que Dieu sait si les supercordes, c'est spéculatif ou la matière sombre, etc. Finalement, je me suis dit, je vais envoyer ça à une revue qui est Astronomie et Astrophysique, qui était tenue par
un Français, qui était le Français de James Lequeux. Parce qu'un Français, on peut lui parler, on peut l'avoir au téléphone. Donc il m'a fait immédiatement ce type de réponse. Et puis après, je lui ai téléphoné en disant non, c'est ni plus ni moins spéculatif que la théorie de la matière sombre. Soumettez ce travail à un expert, à un référé, et il l'a fait. Ça a duré 10 mois. Et Lequeux espérait que le référé allait flanquer mon travail par terre. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On a commencé à avoir un dialogue assez serré et Jean-Marie se rappelle que l'autre m'a abreuvé de questions, ça veut dire de le passionner. Et puis au bout de 10 mois, où on pensait qu'on arrivait vraiment à l'aboutissement d'une publication, Lequeux a pris la décision d'arrêter. Il a dit « j'arrête ». Ça a assez duré. Ma décision est irrévocable. Et là, c'est là que j'ai pris conscience, que j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas. Seul le directeur d'une revue scientifique est habilité à accepter ou à refuser un article, le référé n'ayant qu'un avis consultatif. Qu'est-ce que c'est qu'une revue scientifique comme Nature, comme Science, comme Astronomie et Astrophysique? C'est une revue qui est mise entre les mains d'un homme, où il y a une communauté qui lui donne tout pouvoir, et c'est lui qui a tout pouvoir d'accepter ou de refuser. Nous sommes en 2019, c'est-à-dire 19 ans plus tard. Et rien n'a changé. Dans la vidéo précédente que j'ai mis en ligne, c'est-à-dire Janus 22-8, j'ai présenté un travail que nous avons soumis à une revue qui s'appelle Physical Review Day et dont vous pourrez prendre connaissance en le téléchargeant à l'adresse indiquée en haut en rouge. C'est la revue de haut niveau dans laquelle Thibaut Dabour a publié en 2002 un article de 40 pages dont il sera question plus loin. Nous sommes le 2 décembre 2019. 48 heures après réception de l'article, le directeur de cette publication, Eric Weinberg, nous a envoyé le message suivant. Je traduis sa réponse. Votre manuscrit a été considéré. Nous avons le regret de vous dire que nous avons conclu qu'il ne convenait pas à une publication dans Physical Review. Il a dû estimer que c'était même pas la peine de soumettre cet article à un référé, et pour tout vous dire, cet article, il l'a même pas lu. Ah, ça aurait été un truc sur les supercorps, l'énergie noire ou la matière sombre, on avait plus de chance. En physique, en astrophysique et en cosmologie, il y a un certain nombre de revues qui représentent le top niveau. Alors Physical Review Day, c'est fait. Ensuite, il y a Physical Letters, et puis Nature, Science, enfin, etc. Vous allez voir que ça va être refusé partout. Alors là, on a fait un deuxième envoi en direction du journal Physical Letters A. Et là, un rejet immédiat sans lecture, en 24 heures, par un certain Matteo Paris, qui est le directeur de la revue. Mais en fait, cette décision de rejet n'a pas été prise par le directeur lui-même. Il y a un conseil éditorial qui filtre et qui rejette 50 articles par jour. Et ça, c'est fait souvent par des étudiants de sciences qui regardent. Et évidemment, un article qui remet en cause ce qui a été fait sur la solution de Schwarzschild, ça ne mérite même pas la lecture. À la décharge de ces gens, je conviens que si j'étais éditeur d'une revue, que je reçoive un article de genre, il y aurait une probabilité extrêmement faible pour que cet article soit réellement sérieux. Mais justement, ce que nous envoyons, c'est l'exception qui confirme la règle. Je reproduis le message que nous avons reçu. C'est un message qui a été reproduit par coupé-collé par une des personnes qui, dans la revue, effectue ces filtrages. Je traduis. Physical Letter A est un journal de physique pluridisciplinaire. En conséquence, nous examinons tout envoi pour déterminer si l'article convient ou non pour une publication dans nos colonnes. À ce stade, nous appliquons un certain nombre de critères qui incluent l'actualité, l'importance, l'accessibilité, l'intérêt vis-à-vis d'une clientèle de lecteurs s'intéressant à la physique au sens large, ainsi que la concision dans la rédaction. Nous avons examiné votre manuscrit avec intérêt, mais nous avons considéré qu'il ne s'agissait que de la déclinaison d'un thème, c'est comme ça que j'ai traduit le mot incremental, et qu'il ne satisfaisait pas les critères mentionnés ci-dessus. Sur cette base, j'ai le regret de vous informer que j'ai pris la décision de ne pas publier votre article dans Physical Letter A, sincèrement l'éditeur. Vous comprenez maintenant pourquoi, pour publier un article vraiment novateur, il faut 50 tentatives. Alors maintenant, retournons 19 ans en arrière. Et il n'y a aucun recours, parce qu'il n'y a pas de droit scientifique. Tout d'un coup, c'était l'impasse. Donc je me suis tourné vers Internet. Dans Internet, on peut mettre 200 pages d'annexes qui soient un véritable cours pour permettre aux gens de comprendre. Il y en a des milliers d'étudiants de grande école. Et maintenant, c'est ça que je vais prendre comme cible. Ce sont des jeunes qui ont entre, disons, 22, 23 ans. Ils ont un niveau mathématique supérieur, mathématiques spéciales, prêts à considérer des idées nouvelles. Si je vais dans un cénacle de cosmologie ou l'astrophysique, que je fais un exposé, même si je parle et que
personne ne peut me contredire. L'attitude, ce sera cause toujours, mon bonhomme. Les gens s'en foutent. Donc, il faut que la pression peut-être vienne d'ailleurs. Il faut peut-être qu'elle vienne de la jeunesse. Il faut peut-être qu'elle vienne de gens qui ont envie d'avoir des idées neuves. Il y avait une époque où on était preneur des idées nouvelles. Or, la communauté scientifique, dans son immense majorité, ne veut pas d'idées nouvelles. C'est quelque chose de fantastique quand on découvre les gens qui sont en place, qui sont dans les commissions, etc. Mais on a l'impression qu'ils s'en foutent. Mais c'est inimaginable. Vraiment, on se dit, mais est-ce que la science vous intéresse? Bon, moi, franchement, vous seriez stupéfait des discussions que vous pouvez entendre dans les cafétérias entre midi et 2h, dans des laboratoires de sciences. Vous n'entendez pas de discussions passionnées à propos de science. Je pense qu'en 1900, 1905, 1915, dans les universités, les gens avaient le feu sacré. Ils parlaient des choses, ils s'enflammaient. Mais moi, je connais plein de laboratoires où ça ne brûle pas du tout. Vous comprenez maintenant pourquoi, il y a 35-40 ans, dans les années 70-80, si j'ai pu publier des travaux de cosmologie et d'astrophysique, c'est grâce au mathématicien André Lichnerowitz. Parce que mes travaux, il y croyait, que ce soit en MHD ou en Cosmo. Sans ça, jamais un type pareil n'aurait accepté de les présenter sous forme de notes au compte-rendu de l'Académie de sciences, qui d'ailleurs ont été supprimées maintenant. Et si j'ai continué pendant tant d'années contre vent et marée, c'est parce que j'étais encouragé par des gens comme le mathématicien Jean-Marie Souriau et par un autre mathématicien, non des moindres, Alexandre Grothendieck, que j'allais voir à Montmoiron, près de Carpentras, dans cette bastide où il s'était retiré et dont j'étais le seul à connaître l'emplacement. Dans un de mes derniers livres, j'ai reproduit une lettre que m'a envoyée Grothendieck, et vous remarquerez que personne n'en parle. Grothendieck pensait que ce retour vers une géométrisation de la physique était quelque chose de capital. Et comment croyez-vous que j'ai réussi à publier en 1988 dans Modern Physics Letters A, il y a 30 ans, un article présentant le premier modèle cosmologique à vitesse de la lumière variable et à constante variable? Tout simplement, c'est grâce à l'aide de Jean-Marie Souriau, qui a envoyé une lettre à la revue. Jean Audouze, qui était directeur de la revue à l'époque, pourra en témoigner. Je ne sais pas si on trouverait des gens qui s'amuseraient à prétendre que des gens comme André Lichnerowitz et Jean-Marie Souriau feraient des lettres de complaisance. Marc Lachaiseray, qui est l'expert français de la relativité générale, et dont vous chercheriez en vain les travaux personnels dans le domaine, a à ce sujet une opinion assez différente. Qu'est-ce que vous pensez des travaux de Jean-Pierre Petit, avec sa théorie Janus? Parce que vous avez parlé de M. Souriau, et à une époque, il a travaillé avec ce monsieur, et du coup... Non, il n'a pas travaillé, il a accepté dans son labo, pas tout à fait. Quand Lachaiseray a fait cette sortie à mon égard, je n'avais jamais rien dit ou écrit sur lui, et nous n'avions strictement jamais été en contact, de vive voix, ou par téléphone, ou par courrier. Et là, vous avez un deuxième extrait où on voit l'avis de l'expert. Jean-Pierre Petit, bon, il a fait plusieurs travaux, mais pour ce que j'en connais, et je vous dis, c'est mes souvenirs d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, il a présenté donc Janus, sa théorie. Je ne peux pas vous en parler. Il développe tout ça sur YouTube et sur Internet. Oui, je sais. Bon, je ne pense pas que ça marche, parce que il ne faut pas du tout croire que les gens refusent de lire Jean-Pierre Petit. Bon, moi, des trucs à la Jean-Pierre Petit, j'en reçois 2 ou 3 par semaine. C'est-à-dire, je reçois 2 ou 3 théories qui expliquent tout. On ne peut pas lire tout ça. Mais Jean-Pierre Petit, je peux vous dire qu'il a été lu par des comités de CNRS et tout. Pour le moment, il n'y a rien d'intéressant qui semble en sortir. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas comprendre. Quand début 2019, j'ai appris qu'il allait se tenir un colloque en mai en l'honneur du mathématicien Jean-Marie Souriau, j'étais un peu étonné de ne pas avoir été prévenu. Alors j'ai écrit en proposant de faire une communication, on m'a dit que le programme était arrêté, alors j'ai proposé un poster, on m'a dit qu'il n'y avait pas de poster. Et puis ils ont quand même fait figurer mon nom dans la liste des participants, et puis tout d'un coup mon nom a été rayé, puis effacé. Et puis il y avait carrément des textes qui précisaient que seuls les gens qui étaient inscrits pourraient rentrer dans la salle. Les organisateurs étaient 3, il y avait Serge Ignace, qui est philosophe des sciences, il y avait Patrick Iglesias, qui est mathématicien, et surtout Marc Lachaiseray, dont vous connaissez l'opinion à mon égard.
Alors je ne pouvais quand même pas m'imposer et aller là-bas, forcer la porte, non. Alors j'ai deux collègues physiciens qui sont rendus à ce colloque, qui ont été dûment inscrits, et il y en a un qui a posé la question à Cercinias. Alors, dans cette séquence, vous allez entendre la question et la réponse de Cercinias. Il répond très librement parce qu'il ne sait pas qu'il est filmé par un deuxième collègue qui a une caméra dans sa branche de lunettes. J'ai une question qui est en fait plus une question à l'ensemble des organisateurs. Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi Jean-Pierre Petit a été retiré de la liste des participants? Je peux vous répondre exactement. Jean-Pierre Petit m'a demandé s'il pouvait participer. Dans un premier temps, on m'a dit, et je lui ai écrit que s'il venait, il pourrait poser la question dans le cadre imparti par les chairman. Voilà la première chose. Ensuite, les choses ont commencé à se compliquer, parce qu'il a commencé à me demander si je pouvais lui donner un temps de parole. Or, il était accepté de venir pour participer à une question, comme tout un chacun. Il n'était pas invité comme scientifique. L'invitation, ça se fait sur un comité scientifique, c'est même pas moi qui décide. C'est en fonction des publications dans des revues avec le comité de lecture. Sur ce point, tous les invités qui étaient invités là sont des gens qui sont reconnus par des comités de lecture, etc., etc. Le cas de Jean-Pierre Petit, à l'extrême rigueur, il est en suspens, parce que la plupart des grands scientifiques spécialistes du domaine ont montré que la version qu'il a donnée ne vaut pas scientifiquement. Donc on lui avait accordé la possibilité éventuellement de venir assister, de poser des questions dans un cadre normal. Pour que ça se passe dans de bonnes conditions, nous l'avons exclu. Il faut se soumettre à la discipline de la communauté scientifique, c'est tout. Mais il n'y a pas de parti pris. Je ne citerai pas les gens, mais les gens qui sont spécialistes de ce sur quoi il a écrit ont considéré que ses résultats n'étaient pas justes, étaient faux. Si on lui dit que son résultat est faux, que son travail n'est pas juste, il peut recommencer, retravailler, soumettre jusqu'à ce que ce soit reconnu par la communauté scientifique. On ne peut pas à la fois vouloir être reconnu et ne pas accepter son verdict. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que ces résultats ont été justement publiés dans les revues à comité de lecture. Non, non. La dernière date d'il y a 4 mois, c'est dans Progress in Physics. Oui, mais ce n'est pas une revue parmi les revues reconnues par la communauté scientifique. Mais cela dit, si vous êtes un scientifique, rien ne vous empêche de travailler l'article de Jean-Pierre Petit et de vérifier par vous-même si c'est juste. De toute façon, c'est à vous de juger. Alors vous pensez bien que j'ai aussitôt écrit à Cercinias en lui demandant quels étaient les spécialistes qui pensaient que mes travaux étaient bidons, et je n'ai pas reçu de réponse. Quant à cette revue à comité de lecture, eh bien c'est Progress in Physics, que Cercinias balaye d'un revers de main, et il le fait devant Damour qui est juste à côté. Donc Damour a exactement la même opinion. Donc cela signifie que cet article que je lui ai envoyé en mars 2019, eh bien, il ne l'a simplement pas lu. Quand on envoie un article dans une revue, eh bien, le référé, il a tous les calculs en main. Et puis, il pose toutes les questions qui lui passent par la tête. Et c'est une affaire qui dure des mois et des mois, avec je ne sais combien d'échanges, des versions successives, jusqu'à ce que le référé considère que l'article a une forme qui lui paraît crédible. Alors l'article est publié à la fois sous forme papier et puis sous forme numérique. Et puis quant à ceux qui sont susceptibles de lire l'article, eh bien s'ils considèrent que la revue n'est pas crédible, comme Damour, eh bien ils ne lisent pas. Alors j'ai mis tous ces calculs par écrit, ça a donné un document de 40 pages, et puis j'ai renvoyé ça à Damour le 25 septembre 2019. Et je l'ai fait sous la forme d'une lettre ouverte, en rendant ce document accessible avec un lien sur mon site internet. Et j'ai demandé une nouvelle fois à Damour de mettre un lien vers ce document, au titre d'un droit de réponse scientifique. Je n'ai eu 2 mois plus tard aucune réponse. Alors vous voyez, Thibaut Damour ne répond pas, Nathalie de Ruel ne répond pas, Yves Blanchet ne répond pas, Marc Léchezeret ne répond pas, etc., etc. Alors que faire dans ce cas-là? Eh bien, j'ai écrit au secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Alors au départ, ça devait être Catherine Bréchignac, elle n'a pas répondu, ne serait-ce que pour me dire « je ne suis plus secrétaire perpétuel, maintenant c'est Étienne Gis ». Alors, un ami académicien m'a dit « non, non, ça a changé », donc j'ai écrit au nouveau secrétaire perpétuel en lui envoyant tout le paquet, le dossier. Le 25 octobre 2019, mais là je vois qu'il y a plus d'1 mois qui s'est écoulé, je pense qu'il ne répondra pas non plus. Alors j'ai mis ça sous forme de lettre ouverte.
Donc c'est la même lettre que celle que j'avais envoyée à Catherine Bréchignac. Elle est téléchargeable sur mon site à cette adresse-là. Alors, vous voyez, il subsiste une chose, c'est que cet article en français non publié dans une revue que Damour a mis sur sa page de l'IHES, eh bien, il est lu par des collègues étrangers qui le traduisent pour le comprendre, et ça me discrédite. En France, vous avez par exemple un expert comme Marc Lachaiseray, et qui répond à qui lui pose la question. Damour a montré que Janus, ça ne tenait pas debout. Et ça, c'est un bruit qui commence à se répandre partout. Et je n'ai aucune possibilité de réponse, même de commentaire, rien. Loin de moi l'idée de lui demander d'enlever cet article, il a parfaitement le droit de publier des critiques sur mon travail, un article qui par ailleurs se réfère à notre ancienne version de 2018 et qui est hors de propos vis-à-vis de cette nouvelle version que j'ai publiée en mars 2019 dans Progress in Physics, où justement cette difficulté a été éliminée. Mais le fait de refuser un droit de réponse scientifique, c'est profondément malhonnête. Ce qui est plus grave, à mon avis, c'est ce qui se passe au niveau de l'Académie des sciences. Le secrétaire perpétuel ne m'a pas répondu, et moi je pense qu'il ne me répondra pas. Je vais maintenant passer à une seconde partie de cette vidéo. Dans ces vidéos, Janus, finalement, je me suis efforcé d'essayer de présenter les concepts, les idées, et puis même les calculs. Et là, ce problème, justement, de modification des équations de Janus, c'est un problème important, et maintenant je vais le traiter. Mais ce qui va suivre va être hors de portée d'internautes qui n'ont pas le niveau mathématique supérieur. Alors, il faut d'abord se poser une question. Comment se fait-il en 2014, après l'apparition de mon article, que Damour m'ait envoyé une lettre de 4 pages, alors que pendant les 10 années précédentes, il m'a toujours envoyé paître? Eh bien, figurez-vous qu'en 2002, il y a 2 chercheurs qui avaient proposé un système d'équations de champ couplées, et l'un de ces chercheurs, eh bien, c'est Damour. Voilà donc l'article de 40 pages que Damour a fait paraître dans la revue Physical Review Day avec un certain Kogan. Alors, vous voyez que ça traite de bigravité. Damour imagine l'interaction entre ce qu'il appelle des branes. Il y a les membranes, les bibranes. Donc les branes, ce sont des hypersurfaces qui interagissent. Alors qu'est-ce qu'on lit dans ce titre? Eh bien, le mot bigravité, ça indique que le champ de gravité est créé par 2 entités. Et puis ensuite, on annonce que c'est carrément non linéaire. Et enfin, il s'agit de classe universelle, c'est-à-dire que cet article pose les bases de ce bimétrique. Voilà la première page de l'article en question. Et là, vous avez 2 adresses de téléchargement. La première, c'est l'adresse Arxiv. Et puis la seconde, plus simplement, c'est ce que j'ai mis sur mon site. J'ai analysé cet article dans le détail dans une précédente vidéo, c'est Janus 27, et il faut aller à 21 minutes 23 secondes. Dans ce travail, Damour envisage une interaction entre des branes, entre n branes, puis après il converge vers l'interaction entre 2 branes, et de toute façon, cette interaction relève de ce qu'on appelle la massive gravity, c'est-à-dire qu'elle s'effectue par l'intermédiaire de gravitons dotés d'un spectre de masse. Dans Janus 27, je reprends donc des passages de l'article Damour et Kogan. Voici un extrait en anglais, et puis j'en produis la traduction française. La modification de la relativité générale que nous allons considérer est issue de la gravité massique. En tenant compte des gravitons de très faible masse, lesquels ont alors une longueur de Compton associée qui est comparable à la taille de l'univers, une prédiction générale à propos de constructions multidimensionnelles est l'existence de gravitons dotés d'une masse. Et ils ajoutent, en particulier tout modèle de Kaluza-Klein prédit qu'il existe, en dehors des gravitons de masse nulle, un spectre infini de gravitons dotés d'une masse. L'article s'appuie sur un théorème établi par Kogan. Là, à gauche, on évoque un spectre M0, M1, M2, M3, M4 de masse de gravitons. Ce que le théorème de Kogan dit, c'est qu'il existe un gap qui sépare les gravitons lourds des gravitons légers. Et les auteurs envisagent donc de négliger les interactions dues aux gravitons lourds en se concentrant
sur les gravitons légers. À ce jour, on n'a pas pu quantifier la gravitation, donc l'existence du graviton reste hypothétique. Cet article, c'est simplement un échantillon du grand n'importe quoi de la physique théorique contemporaine. Mais venons-en à l'essentiel, quel est le trait commun entre l'article d'Amour et Janus? Page 8 de l'article, que voit-on? Eh bien, voici un système d'équations de champs couplés proposé par Damour et Kogan en 2002. Si on accepte dans les premiers membres la présence de coefficients, ceux-là sont identiques aux premiers membres des équations Janus, sauf que Damour parle de brane left, c'est-à-dire d'une brane gauche, et d'une seconde brane right, c'est-à-dire droite. Alors si on remplace right et left par plus et moins, on obtient ceci. Bien, maintenant, dans ces équations d'Amour et Kogan, on introduit deux constantes cosmologiques, lambda plus et lambda moins, d'ailleurs dont ils ne se servent pas. Alors on peut les enlever, et alors on retrouve exactement les premiers membres du système Janus. En 2008, l'Allemande Sabine Hassenfelder publie dans Physical Review Day son propre modèle bimétrique avec équations de champ couplées. Alors voilà ces équations. Cette fois-ci, les deux entités cosmiques ne sont plus repérées par left et right, ce sont G et H. Alors, réétablissons ça dans les notations Janus avec plus et moins. Son système s'écrit alors comme ceci. Et vous constatez qu'on retrouve exactement les mêmes termes dans les deux premiers membres. Sabine Hassenfelder est surtout connue pour son blog Backreaction. Après cet article de 2008, elle ne développera pas plus avant cette théorie bimétrique. La raison est la suivante, elle croit devoir s'imposer une contrainte de symétrie entre les deux secteurs. Si ρ plus et ρ moins sont les densités de matière, pour elle, les ordres de grandeur sont les mêmes. Et ce faisant, elle passe complètement à côté du bénéfice qu'elle aurait pu tirer de son étude. Elle se contente de retrouver les effets de l'antigravitationnel négatif que j'avais publié en 1995, mais sans citer mon article d'Astrophysique and Space Science parce qu'elle en ignore l'existence. Elle se contente de citer une solution instationnaire où elle duplique le modèle de Friedman dans l'autre secteur. Quand j'ai découvert le travail de Sabine Hassenfelder, j'ai évidemment essayé de me mettre en contact avec elle immédiatement. Je lui ai envoyé mail sur mail pendant 3 ans, j'ai même proposé d'aller la rencontrer à Francfort, sans succès. Et évidemment, il y a une ressemblance entre deux systèmes d'équations, mais j'avoue que je comprends strictement rien à ces calculs et à ces mathématiques très sophistiquées. Elle utilise en particulier des objets mathématiques dont elle se sert et qu'elle invente et qu'elle appelle des pullovers. Cette prose me reste étrangère et aujourd'hui, j'ai trouvé personne qui puisse m'expliquer la méthode de Sabine Hassenfelder. D'où cette planche créée par Julien Geffray. En 2018, je reviens à la charge et j'essaye désespérément de nouer un contact avec Sabine Hassenfelder. Je joue même sur la coquetterie féminine en faisant son portrait, en lui envoyant, d'ailleurs elle apprécie beaucoup. Peut-être finit-elle enfin par réaliser le profit qu'on peut tirer de cette approche bimétrique, tout simplement parce qu'elle s'est décidée pour la première fois à lire l'article que Gilles et moi avons publié. Toujours est-il que quelques semaines plus tard, je reçois ce mail où elle m'accuse carrément de plagiat. Il n'y a pas de cher Jean-Pierre, rien, et ça dit « Les équations que vous utilisez sont celles que j'ai construites dans mon article. Il est facile de le montrer et vous ne devez pas prétendre que ces équations sont vôtres. Je sais que vous avez cette prétention. Si vous continuez à vous comporter de la sorte, je serai contrainte d'écrire aux éditeurs des revues en leur demandant de faire disparaître vos articles. » J'écris à Sabine Hassenfelder en disant effectivement ces équations se ressemblent, mais comment montrer que ce sont les mêmes? Moi je ne sais pas faire, si vous pouvez le faire, faites-le. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle revendique haut et fort cette maternité de ses travaux, alors qu'elle n'en a jamais parlé dans son blog. Elle parle des travaux de Farnèse, mais ni des siens ni des miens. Et puis elle a sorti un livre, mais dans ce bouquin-là, elle n'en parle pas non plus. Alors voilà ce livre que vous pouvez trouver sur Amazon, et au milieu de tout ça, elle ne dit pas un mot de sa théorie bimétrique ou de la nôtre. À moi c'est cool. Le 13 avril, je finis par lui envoyer un message où je lui dis « Chère Sabine, vous savez, j'ai 82 ans et je n'ai qu'un petit nombre d'années à vivre devant moi. Ce qui est avant tout important pour moi, c'est faire bouger les choses.
Pourquoi n'écrivez-vous pas un article où vous pourriez montrer que le modèle Janus n'est qu'un cas particulier du vôtre, si vous pensez que c'est réellement le cas? Je pourrais co-signer ce papier et ainsi tout rentrerait dans l'ordre. Nous ne sommes ni des ennemis ni des concurrents, nous pourrions collaborer. Vous êtes une brillante mathématicienne, vous pourriez produire des résultats formidables, on a besoin de vous, ensemble on pourrait faire une avancée formidable, produire de nouveaux travaux, publier des livres. La réponse de Sabine Hossenfelder me parvient 1 minute après. Cher Jean-Pierre, je ne souhaite pas collaborer avec vous. Arrêtez de prétendre que ces équations que j'ai construites sont les vôtres. Bien à vous, Sabine. Franchement, ça ne me gênerait nullement que Sabine Hossenfelder reprenne ce rôle de l'Einstein du 3e millénaire. Gilles et moi n'étant que des techniciens qui ont créé des applications de son modèle. Pourquoi un rejet aussi brutal? À ça, il y a une explication, c'est que je constituerais un conjoint un peu gênant. Bien, récapitulons un peu tout ça. Donc, 1994, je produis le premier modèle avec un système de 2 équations de champ couplées dans le Movimiento. En 1995, je montre que tout ça, ça produit des phénomènes antigravitationnels négatifs. Alors après, 2002, Damour et Kogan font eux-mêmes leurs publications dans ce domaine, bien que ça ne donne pas de résultats. Puis, 2008, Sabine Hossenfelder qui produit également son système. Ensuite, en 2014, le système d'équations de champ couplées de 1994, modifié pour pouvoir rendre compte de l'accélération de l'univers, rapidement modifié en 2015, toujours avec des publications dans Astrophysics and Space Science, Modern Physics Letters A, mais avec ce petit problème concernant la géométrie à l'intérieur des étoiles. Et mars 2019, publication dans Progress in Physics, dans cette revue que Damour et Cercignas considèrent comme bidon, où le problème est arrangé en rajoutant une matrice constante phi, alors les équations de Bianchi sont satisfaites. Et il ne s'agit pas d'un ajustement, d'un bricolage, simplement personne n'est a priori capable de dire quelle forme doivent avoir ces tenseurs qui traduisent cet effet d'une entité sur l'autre, cette géométrie induite. Donc autrement dit, simplement ces tenseurs doivent être fabriqués de façon à satisfaire ces équations de Bianchi. Signification physique de cette identité de Bianchi, ça signifie qu'on a une situation d'équilibre, c'est-à-dire que la pression équilibre la force de gravité. Alors maintenant, si vous regardez ces 4 systèmes d'équations de champ couplés, eh bien, il y a toujours les mêmes termes dans le premier membre. Et ça vient du fait que quand on fait une dérivation lagrangienne et qu'on écrit une action, eh bien, que ce soit nous, que ce soit Hossenfelder, que ce soit Damour, on prend tous une action qui commence par ces termes. Sur le plan de la technique mathématique, eh bien, les scalaires de Ricci R plus et R-, eh bien, ils donnent le tenseur de Ricci, ici, R plus menu. Pour fabriquer ce qu'on appelle une densité lagrangienne, eh bien, il faut multiplier R plus par racine de moins G+, c'est-à-dire tenir compte du volume riemanien. Et à ce moment-là, c'est ça qui fabrique le terme moins 1,5 de G plus menu R plus. Et c'est ça qui permettra au premier membre de satisfaire l'identité de Bianchi. Alors si on se replonge dans l'histoire des sciences, eh bien Einstein commence par prendre comme premier membre simplement le tenseur de Ricci, R menu, et puis il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne satisfait pas l'identité de Bianchi. Alors c'est Hilbert qui lui dira non, il faut rajouter la racine de moins G. C'est lui qui invente au passage cette histoire de dérivation d'équations de champ à partir d'une action. Et à ce moment-là, vous allez avoir un premier membre qui est tout à fait convenable. Je cite cet exemple pour montrer que les équations de champ, à commencer par celles d'Einstein, ça ne se crée pas comme ça du premier coup, comme on sort à la patte de chapeau. Il y a des contraintes mathématiques qu'il faut satisfaire, et pour ça, il faut arranger l'équation. J'avais déjà mis en ligne une vidéo de Damour qui, questionné par des spectateurs, avait donné son opinion sur notre travail. C'était avant cette publication de 2019. Et là, c'est carrément l'hôpital qui se moque de la charité, parce que quand on regarde les équations de Damour, il y a ces termes petit t plus menu et petit t moins menu qui traduisent l'interaction entre les deux entités chez lui à travers des gravitons dotés d'une masse. À aucun moment, il ne parvient à définir ces termes. Alors ça se lit dans les conclusions. Si vous allez dans la vidéo Janus 27 à 33 minutes 54 secondes, vous verrez le détail de ces conclusions.
Voilà, traduites en français, les conclusions principales. Alors il conclut: nous avons montré l'existence d'une classe de solutions compatibles avec notre propre univers. Et là, j'attire votre attention sur cette phrase. Il dit: nous avons montré l'existence. Effectivement, il a montré que ces solutions pourraient exister, mais il ne les a pas construites. Cependant, nous ne prétendons pas avoir prouvé que ces solutions générales de la bigravité soient phénoménologiquement acceptables. Effectivement, comment aurait-il pu voir si ces solutions étaient acceptables, puisqu'il ne les a simplement pas construites? Les deux principaux problèmes de la gravité massique, les champs fantômes et la divergence de certaines variables lorsque m tend vers 0, requièrent un examen soigneux. Et là, j'apporte une précision: ces problèmes de divergence, de fantômes, etc., c'est lié au graviton doté d'une masse. Dans le modèle Janus, ces problèmes n'existent simplement pas. Voyons les dernières phrases de cette conclusion. Il dit: cependant, en supposant que ces problèmes puissent être maîtrisés, ou simplement en s'axant sur les aspects phénoménologiques de la bigravité, les Lagrangiens de cette bigravité non linéaire représentent un nouveau champ d'investigation d'effets gravitationnels non standards. Nous explorerons dans de futures publications la physique de cette bigravité en portant l'accent sur les aspects cosmologiques, ce qui pourrait fournir un candidat pour un nouveau type d'énergie noire. Rappelons que la revue Physical Review Day a publié cet article de 40 pages en 2002, c'est-à-dire il y a 18 ans. Alors qu'en est-il de ces articles suivants qui devaient développer cette bigravité? Eh bien, il n'y en a pas. Il nous faut maintenant passer à la lettre que Thibaut Damour m'a envoyée en 2014. C'est une lettre manuscrite de 4 pages qu'il m'envoie et vraisemblablement il n'a jamais eu une ligne de ce que j'ai publié depuis 1994, c'est-à-dire depuis 20 ans. Vous pourrez télécharger la lettre à cette adresse. Il rappelle donc quels sont les principes de ce bimétrique avec des gravitons massiques. En haut de la page 3, comme référence, il cite son travail en écrivant: voir par exemple Damour-Kogan, Physical Review Day, volume 66, année 2002. Dans le courant de l'article, il n'oubliera pas de citer ces instabilités qui sont la plaie de ces modèle de Massive Big Gravity. Ainsi, si vous allez au milieu de la page 4, vous aurez sa phrase: bien sûr, un problème supplémentaire concerne la stabilité dynamique d'un système bimétrique pour éviter que les gravitons soient des fantômes à énergie négative. Mais dans le modèle Janus, il n'y a pas de gravitons. Simplement, Damour n'a pas lu l'article. Dans la page 2, il écrit l'action qui correspond à un modèle avec deux métriques, et vous reconnaissez dans l'intégrale les termes avec racine de moins g plus, r plus, et racine de moins g moins, r moins, avec les scalaires de Ricci. C'est justement ce qui va donner la forme des deux premiers membres. Alors il n'écrit pas ce que peuvent être ces termes phi moins ma et phi plus ma, mais dans la mesure où c'est écrit, donc mathématiquement c'est rigoureux. Toujours dans cette page 2, qu'est-ce qu'on trouve juste en dessous? Eh bien les équations de champ d'après Damour. Et vous retrouvez les premiers membres des équations que j'avais publiées en 1994, R plus mu nu moins 1,5 de R plus G plus mu nu, et en dessous, j'ai R moins mu nu moins 1,5 de R moins G moins mu nu. Au milieu de la page 3, on trouve les fameuses conditions mathématiques de Bianchi qui traduisent l'équilibre entre les forces de gravité et les forces de pression dans toutes les régions où se trouve une masse, dans les deux secteurs. En relativité générale, on distingue deux milieux, soit on est à l'extérieur des étoiles et c'est le vide absolu, soit c'est dans les étoiles et on considère que la densité est constante. Il est exact que le système d'équations de 2015 ne satisfait pas ces identités de Bianchi, ce qui signifie qu'on ne peut pas trouver d'équation d'état à l'intérieur des étoiles, qui signifie qu'on ne peut pas alors définir la géométrie à l'intérieur des masses, qu'elles soient positives ou négatives. Moi, j'avais considéré que c'était un problème secondaire qui pourrait être traité par la suite, mais Damour, il trouve quelque chose de rédhibitoire et voilà sa conclusion. Alors, vous voyez ce qu'il écrit à sa page 4. En attendant, je considère que votre essai théorique n'a pas de fondation mathématiquement cohérente et ne mérite donc pas publication. Mais alors, comment se fait-il qu'il ait pu publier un papier de 40 pages
dans Physical Review Day? Eh bien, je vais vous expliquer. Dans les équations de la page 3 de la lettre, on a vu fugitivement passer les équations de Bianchi. Elles font intervenir un opérateur mathématique qui est représenté avec un delta à l'envers, qu'on appelle un opérateur nabla. Et bien voilà ces conditions de Bianchi appliquées aux équations de Damour. L'opérateur nabla, construit en haut avec la métrique G plus mu nu et en bas avec la métrique G moins mu nu, doit évidemment donner 0 en s'appliquant à chacun des termes des deux équations. C'est le cas pour les quantités entre crochets, puisque Hilbert les a fabriquées justement pour ça. Lambda plus et lambda moins sont des constantes cosmologiques. Nabla plus, G plus mu nu et nabla moins, G moins mu nu sont nuls. C'est une propriété des tenseurs de métrique, également signalée par Hilbert quand, avec Einstein, a été opérée une seconde modification de l'équation de champ. On obtient aussi 0 avec les tenseurs énergie des deux populations, grand T plus mu nu et grand T moins mu nu, ce qui traduit la conservation de cette énergie matière. Restent ces termes petit t plus mu nu et petit t moins mu nu. Comment Damour se débrouille-t-il pour que ces conditions soient satisfaites et qu'ainsi ces équations soient construites en satisfaisant à la plus grande rigueur mathématique? Eh bien, il ne donne aucune expression explicite de ces tenseurs qui traduisent l'interaction entre les deux entités, les deux branes, par le biais de gravitons de T de masse. C'est l'exemple type d'un article de 40 pages paru en 2002 dans la prestigieuse revue Physical Review Day qui donne l'illusion d'une grande rigueur mathématique et qui est en fait complètement vide puisqu'il débouche sur rien et qu'il n'y aura aucune suite pendant les 18 années suivantes jusqu'en 2019. C'est égal pour l'académicien Thibaut Damour, c'est la base de toute théorie bimétrique. Regardons maintenant comment se traduisent ces conditions mathématiques de Bianchi pour les équations du modèle Janus de 2015. Encore une fois, pas de problème pour les premiers membres. Pas de problème pour les tenseurs d'énergie-matière T plus mu nu et T moins mu nu. Cette fois, les termes d'interaction sont parfaitement définis. Ils fournissent les lois d'interaction, rendent compte de l'accélération de l'expansion, fournissent la douzaine d'accords avec les observations, mais cette condition n'est pas satisfaite. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas définir la géométrie à l'intérieur des masses, à l'intérieur des étoiles. On ne peut y définir d'équations d'état reliant la pression et la température. D'où l'article du 5 janvier 2019 que Damour a mis sur sa page de l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette et sa lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 1979. Il faut se rappeler une chose, il n'y a pas a priori d'autres contraintes à imposer sur les formes des termes d'interaction petit t plus mu nu et petit t moins mu nu, autre que de faire en sorte qu'ils soient proportionnels au contenu ρ plus et ρ moins des densités de matière positives et négatives qui créent à ce moment-là dans l'autre entité un effet de géométrie induite. Quand je reçois le 7 janvier 2019 la lettre recommandée avec accusé de réception de Thibaut Damour, il se trouve que j'avais déjà résolu le problème. En remplaçant ces tenseurs petit t plus mu nu et petit t moins mu nu qui correspondaient à la présentation de 2015 par des tenseurs comme ceci. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais pour le spécialiste, je dirais simplement que ces deux tenseurs sous la forme mi écrivent comme ceci. Alors il suffit d'écrire cela pour obtenir les équations d'état qui vont bien. Ce changement de signe sur la pression n'a pas d'autre effet sur l'ensemble de ce qui est construit avec le système, puisque vous savez que de toute façon, on met en œuvre l'approximation newtonienne qui fait que la pression est négligeable devant ρC2 dans les deux entités, ce qui signifie physiquement que les vitesses d'agitation thermique sont faibles devant la vitesse de la lumière, ce qui est normal. Donc ce nouveau système d'équations que je publie en mars 2019 dans Progress in Physics, va avec tous les résultats précédents et donne le même accord avec la douzaine d'observations. Dans l'article, l'écriture peut sembler différente, puisque vous voyez à droite, il y a une lettre grecque phi, c'est une matrice constante que multiplient les tenseurs t moins mu nu et t plus mu nu. Et alors il suffit de poser que phi t moins mu nu, c'est t avec un petit rond au-dessus, etc. Et ça donne exactement la même chose. Alors, je vous ai dit que ça permettait de reconstituer cet état d'équilibre à l'intérieur des masses. Par exemple, à droite, nous avons ces équations. Il s'agit d'une masse positive ρ+.
Maintenant, nous faisons jouer l'approximation newtonienne, qui signifie que les vitesses d'agitation sont faibles devant la vitesse de la lumière, et ça revient à annuler le terme de pression dans le second membre. On obtient ceci, vous voyez qu'on a la même équation, donc la contradiction disparaît. Et qu'est-ce que dit cette équation? À gauche, c'est un gradient de pression. Alors, vous savez peut-être que dans une distribution de masse homogène dans une sphère, eh bien, quand on calcule le champ de gravité, c'est le champ qui est lié à la masse qui est contenue dans cette sphère de rayon R. Et cette équation signifie que la pression équilibre la force de gravité. Je demande à Damour de mettre à la suite de sa page de l'IHES un lien vers cet article, mais comme il ne lit pas, il ne répond pas. Le 25 septembre 2019, Nouvelle en bois, avec tout le détail des calculs sur 40 pages, Damour ne lit pas non plus. Marc Lachaiseray, qui n'a jamais rien produit comme travail scientifique sur la relativité générale, mais qui est considéré comme l'expert français, à telle enseigne que dès qu'il y a quoi que ce soit, il a toujours les honneurs du journal Le Monde pour donner un commentaire, eh bien, il ne lit pas non plus, et il dit à qui veut l'entendre, Damour a montré que le modèle Janus ne tenait pas debout. Face à ce mur de silence, j'envoie la copie au secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et je positionne ce document, contenant tous les détails du calcul, sous forme d'une lettre ouverte sur mon site, que vous pourrez télécharger à l'adresse ci-dessus. Ceux qui ont une bonne encaisse du côté mathématique pourront s'y référer. Je dirais en fait que c'est pour eux que j'ai composé ce document, dans la mesure où aucun des experts français autoproclamés en relativité générale n'estime qu'il y a un intérêt quelconque à lire mes publications. Le modèle Janus représente une idée nouvelle, celle de tenter d'interpréter des phénomènes à travers la géométrie, au lieu d'invoquer des composants hypothétiques comme la matière sombre et l'énergie noire. Que s'est-il passé depuis 5 ans, en dehors de quelques publications additionnelles? De toute façon, le modèle d'équation de champ couplé sera de nouveau modifié pour tenir compte de la création de cette dissymétrie entre les deux entités à partir d'une situation originelle entièrement symétrique. À part ça, on va avoir une deuxième publication acceptée par un journal de comité de lecture, dont l'auteur est un chercheur canadien, sur l'introduction en théorie quantique des champs des états d'énergie négatifs. Maintenant, au sein de la communauté scientifique française, rien, à part cette lettre de Thibaut Damour de 2014, et une lettre recommandée le 7 janvier 2019. Combien de temps avant qu'une idée neuve réussisse à s'implanter dans les sciences? Il arrive bien souvent que ce laps de temps dépasse l'espérance de vie des intéressés. Effectivement, on est confronté au problème de devoir convaincre une collectivité, et c'est d'autant plus difficile qu'on ne peut pas arriver à dialoguer avec elle. Et cette obligation était très bien illustrée il y a quelques années par Étienne Klein. Moi, comme tous les physiciens, je reçois tous les jours le manuscrit d'un type à la retraite qui m'explique qu'il a résolu, je sais pas, tous les problèmes de l'univers, de cosmologie, et l'indice qu'il donne pour qu'on donne du crédit à son travail, c'est qu'il y travaille depuis 40 ans en solitaire. Et là, le en solitaire... Fallait pas l'écrire. Bah non. Non, il faut discuter, il faut présenter ses résultats, il faut les critiquer, il faut accepter des points de vue autres. S'il n'y a pas cette interaction, si on pense qu'un cerveau seul est capable de découvrir la vérité, on se trompe complètement. Il y a une objectivité de la science qui vient d'une objectivation par la discussion, par la critique des travaux des scientifiques. L'objectivation est le résultat d'un processus collectif. Nous sommes dans la France de 2019. Alors on pourrait penser, il reste un recours, peut-être c'est la presse. Mais vous savez, dans cette France de 2019, la presse française, il y a tellement de choses dont elle ne parle pas. Ça fait penser à la phrase de Jacques Prévert qui disait « Ceux qui fabriquent dans des caves les stylos avec lesquels d'autres écriront que tout va pour le mieux. » Bon, pour revenir à la science, vous commencez à réaliser que dans les hautes sphères, c'est pareil que partout, en politique, dans le monde industriel, partout. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, voilà cette pétition appuyant ma demande de présentation du travail à l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette. Il y a 11 000 signatures, il y a 4 000 messages. Vous pouvez toujours prendre votre souris et rajouter un nom de plus.
Qui sait?